Mes parents ont exigé que je rampe devant ma sœur avant son mariage, mais à la place, j'ai réservé un vol pour les Maldives et j'ai coupé tous les comptes familiaux dont ils dépendaient. Ils ont tout perdu. Je m'appelle Iris Monroe et j'ai 30 ans. L'odeur de la bougie à la vanille coûteuse de ma mère remplissait le salon. C'était le genre de bougie qu'elle n'allumait que pour les invités, ceux qui me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'étais plus de la famille. J'étais une invitée, et une invitée indésirable qui plus est. Elle a pointé un doigt vers moi, le visage tendu et méconnaissable. Excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite ou tu es banni du mariage. Mon père se tenait à côté d'elle, les bras croisés sur la poitrine comme un garde. On en a fini avec tes drames, Iris. Ma sœur, Ava, était adossée au canapé en velours beige, un petit sourire satisfait sur le visage. Elle avait déjà gagné. C'était toujours le cas. Je me tenais là, près de la porte d'entrée, ma petite valise à côté de moi. Je l'avais préparée, sachant que c'était une possibilité. Dans ma famille, la paix était toujours conditionnelle, et c'était toujours moi qui devais la payer. J'ai regardé le visage en colère de ma mère, puis celui déçu de mon père, et enfin le sourire victorieux de ma sœur. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti la piqûre habituelle de la panique ni le besoin désespéré de tout arranger. Je me sentais juste fatigué. Alors je suppose que je ne viens pas, ai-je dit. Ma voix était ferme. Elle ne tremblait pas. C'est à ce moment précis que j'ai arrêté de chercher la validation de gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais silencieuse et effacée. Avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous musique? Ma petite sœur, Ava, était née pour briller. Du moins, c'est ce que mes parents disaient toujours. Elle avait 4 ans de moins que moi, mais aux yeux de notre famille, elle était l'événement principal. J'étais l'amorce responsable que personne ne remarquait vraiment. Celle qui s'assurait que les lumières étaient allumées et les portes ouvertes. Ava était la star qui dansait sur la scène que j'avais aidé à installer. Son mariage était le plus grand spectacle de tous. Il allait avoir lieu dans la grande salle de bal d'un hôtel du centre-ville, le genre d'endroit avec de massifs lustres en cristal et des plafonds si hauts qu'ils vous faisaient vous sentir insignifiante. Elle avait 250 invités sur sa liste, un orchestre en direct pour la cérémonie, et une table de dessert qui, j'en étais presque sûr, coûtait plus cher que ma voiture. Mes parents payaient pour tout, jusqu'au dernier centime. J'ai 30 ans. Je vis dans un 2 pièces à Seattle que je paye moi-même. Je travaille comme consultante en informatique, un emploi que j'ai obtenu grâce à mon propre travail acharné, mes propres prêts étudiants et mes propres longues nuits d'études. Je me suis construite une vie calme et simple. Je paye mes factures à temps. J'ai un chat nommé Léo. Je suis, à tous égards, une adulte accomplie. Ava avait 26 ans. Elle vivait toujours à la maison, dans la chambre que mes parents avaient redécorée pour elle après son diplôme universitaire. Maman faisait encore sa lessive parfois et l'appelait « notre doux bébé ». Son travail de coordinatrice des réseaux sociaux pour une boutique locale était quelque chose qu'elle faisait pour avoir de l'argent de poche. Son véritable travail, semblait-il, était d'être le bien le plus précieux de mes parents. L'injustice de tout cela n'était pas un sentiment nouveau. C'était une douleur sourde et constante avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. C'était une histoire racontée à travers un millier de petits moments. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un télescope spécifique que j'avais vu dans un catalogue. Je l'avais entouré, j'avais laissé des indices et j'avais parlé des étoiles pendant des mois. Le matin de mon anniversaire, on m'a tendu une boîte soigneusement emballée. À l'intérieur se trouvait une encyclopédie, pour t'aider avec tes devoirs scolaires, a dit mon père en me tapotant la tête. C'est pratique. 2 mois plus tard, pour le 6e anniversaire d'Ava, elle a pointé du doigt une géante maison de poupées à froufrou dans un magasin de jouets. C'était ridiculement cher. J'ai vu mes parents échanger un regard, un petit sourire, et ils la lui ont acheté sans hésiter une seconde. J'ai passé la nuit de mon anniversaire à observer les vraies étoiles par ma fenêtre, tandis que les poupées d'Ava avaient un manoir à 3 étages. Ce schéma s'est répété à l'infini. Quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé 40 heures par semaine tout l'été dans un dîner graisseux, rentrant à la maison avec les pieds douloureux et l'odeur de non froid collée à mes vêtements. J'ai économisé chaque dollar. Après 3 mois de travail dur, j'ai acheté ma première voiture, une Honda Civic de 15 ans qui tremblait quand elle dépassait les 60 miles par heure.
J'étais si fier de cette voiture. C'était ma liberté. La réaction de mes parents? Bien, a dit mon père. Maintenant, tu peux conduire ta sœur à ses cours de danse classique. Pour le 16e anniversaire d'Ava, elle s'est réveillée avec une cabriolet blanche toute neuve dans l'allée, un géant nœud rouge collé sur le pare-brise. Ils ont organisé une fête massive pour elle dans le jardin. Mon accomplissement était une responsabilité. Le sien était une célébration. L'université a été la différence la plus marquante. Je suis resté seul à la table de la cuisine pendant des nuits entières à naviguer dans le labyrinthe compliqué des demandes d'aide financière et de prêts étudiants. Mes parents n'ont offert aucune aide. Tu es intelligente. Tu vas trouver une solution, fut tout ce que ma mère a dit. J'ai cumulé 2 emplois à mi-temps tout au long de mes études, un à la bibliothèque et un comme serveuse, juste pour couvrir mes livres et ma nourriture. J'ai vécu de nouilles instantanées et de café bon marché. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais mon diplôme, ma fierté, et près de 60 000 $ de dettes. Ava est allée dans une école d'art privée à 3 états de là, tous frais payés. Mes parents ont co-signé pour son appartement de standing hors campus. Ils lui envoyaient des colis remplis de snacks gourmets et de nouveaux vêtements chaque mois. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, sa situation était immaculée. Son avenir était un grand champ ouvert, tandis que le mien ressemblait à une montagne que je devais gravir, alourdi par un sac à dos rempli de pierres. Le mariage n'a fait qu'amplifier cette dynamique de toute une vie. Il l'a projetée sur un écran géant pour que tout le monde la voie. Un soir, quelques mois avant la date du mariage, je suis allé chez eux pour notre dîner hebdomadaire tendu. Maman était sur son iPad, le visage éclairé par la lumière tamisée du salon. « Regarde ça, Iris », a-t-elle dit en me montrant l'écran. C'était la photo d'un immense gâteau de mariage à 7 étages, orné de ce qui ressemblait à de vraies fleurs en sucre faites à la main. N'est-ce pas une œuvre d'art? Le pâtissier dit que c'est sa création signature. C'est 4 000 $. J'ai senti mon estomac se nouer. 4 000 $ pour un gâteau. C'était plus que 3 mois de mes remboursements de prêts étudiants. J'ai essayé de garder une voix calme. Maman, c'est beaucoup pour un gâteau. Vous êtes sûr que ça va financièrement? Ce mariage a l'air de devenir incroyablement cher. Elle a balayé l'air d'un geste de la main, sans quitter l'écran des yeux. Oh, ça va. C'est pour Ava. Nous voulons quel est ce qu'il y a de mieux. C'est le jour d'une vie. Je sais, ai-je dit, les mots me paraissant creux. Je me souviens juste. Quand j'ai emménagé dans mon premier appartement après l'université, le dépôt de garantie était de 1 000 $ et je ne l'avais pas. Je vous ai demandé si vous pouviez m'aider et vous avez dit que je devais apprendre à voler de mes propres ailes. Ça semble juste différent. Enfin, elle a levé les yeux et son expression n'était ni douce ni compréhensive. Elle était irritée, comme si j'avais évoqué une facture en retard. Iris, pourquoi dois-tu toujours faire ça? Pourquoi dois-tu toujours comparer? Ce n'est pas du tout la même chose. Ava a besoin de plus d'aide. Elle n'est pas comme toi. Elle est plus sensible. Voilà. La phrase qu'ils utilisaient toujours pour tout justifier, elle n'est pas comme toi. C'était censé être un compliment, un témoignage de la force qu'ils m'avaient forcé à développer. Mais ça ne l'était pas. C'était une cage. Mon indépendance était leur excuse pour être absent. Ma résilience était leur permission d'être négligent. J'étais la forte, donc je n'avais pas besoin d'un endroit d'où me poser. J'étais la responsable, donc je n'avais pas besoin d'un filet de sécurité. J'étais la silencieuse, donc je n'avais pas besoin d'être écoutée. Ava n'était pas comme moi parce qu'il ne lui avait jamais demandé de l'être. Elle n'avait jamais connu la panique silencieuse d'une facture imminente. Elle n'avait jamais eu à choisir entre acheter à manger ou mettre de l'essence dans sa voiture. Elle n'avait jamais ressenti la profonde solitude de devoir résoudre ses propres problèmes parce qu'il n'y avait personne d'autre vers qui se tourner. Elle était une plante belle et délicate dans une serre soigneusement entretenue, tandis que j'étais une mauvaise herbe qui avait appris à pousser dans les fissures du trottoir. J'ai regardé ma mère retourner sur son iPad, complètement absorbée par le fantasme d'un mariage parfait pour sa fille parfaite. Dans ce monde, il n'y avait pas de place pour mon histoire, mes luttes ou mes sentiments. J'étais juste un fantôme à l'arrière-plan de leur portrait de famille heureux. Une ombre pratique qui faisait briller leur fille chérie encore plus fort. Je suis resté assise là en silence, la douleur dans ma poitrine familière et lourde. Et pour la première fois,
j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si l'ombre s'en allait, tout simplement. Le dîner de fiançailles a été mon premier vrai test dans le long et exténuant marathon qu'était la saison du mariage d'Ava. Il a eu lieu dans un restaurant italien haut de gamme du centre-ville, le genre d'endroit avec des nappes blanches si bien repassées qu'elles pourraient vous couper, et des serveurs qui vous appellent « Madame ». Mes parents avaient réservé une salle privée qui donnait sur une petite terrasse. L'air était rempli du tintement des verres, de rires sophistiqués et d'un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Pendant les 2 semaines qui ont précédé, j'ai été rongé par l'anxiété quant à ce que j'allais porter. Cela semble trivial, mais dans ma famille, c'était tout. Les vêtements étaient un langage. Ils étaient utilisés pour signaler votre statut, votre humeur, votre allégeance. Si je m'habillais de manière trop simple, je ne respectais pas l'occasion. Si je m'habillais trop, j'essayais de voler la vedette. C'était un jeu où je ne pouvais jamais gagner. Après y avoir longtemps réfléchi, j'ai choisi une robe fourreau simple et élégante d'un vert forêt profond. Elle était modeste, bien coupée, et me donnait une discrète confiance en moi. Je l'ai associée à de simples talons noirs et une petite pochette. Sobriété et sécurité, tel était l'objectif. Je suis arrivé quelques minutes en avance, espérant trouver un visage amical, peut-être un cousin ou une tante, pour m'ancrer avant que l'événement principal ne commence. J'ai réussi à avoir une brève conversation agréable avec mon oncle Marc à propos d'un nouveau projet dans son entreprise. Pendant quelques minutes, je me suis senti comme une personne normale, une adulte professionnelle faisant de la conversation. C'était un sentiment de paix fragile et éphémère. Puis, Ava a fait son entrée avec son fiancé, David, et mes parents qui la suivaient comme une cour royale. La pièce est devenue silencieuse puis a éclaté en applaudissements. Ava portait une robe blanche perlée et scintillante qui épousait parfaitement ses formes. C'était moins une robe de fiançailles qu'un prélude à une robe de mariée. Elle était splendide et elle le savait. Elle savourait l'attention, se tournant d'un côté puis de l'autre, son sourire large et éblouissant. J'ai attendu un moment où elle n'était pas entourée pour m'approcher et la féliciter. « Ava, tu es magnifique », ai-je dit, ma voix sincère. L'endroit est incroyable. Elle s'est tournée vers moi et son sourire éblouissant s'est tendu. Ses yeux ont fait un balayage lent et délibéré de mon corps, de mes talons jusqu'à mon visage. Le sourire s'est transformé en un smirk. Elle a poussé un petit rire cristallin, assez aigu pour couper du verre, attirant l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. « Waouh, Iris », a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce calme, « une robe verte, tu essaies encore de voler l'attention ? J'imagine qu'il fallait bien que quelqu'un joue la méchante sorcière ce soir. » L'air a été coupé de mes poumons. Mon sourire poli s'est figé sur mon visage. Le sang est monté à mes joues, chaud et honteux. Je pouvais sentir une douzaine de paires d'yeux fixés sur moi. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Quoi ? Non, c'est juste une robe. Mais aucun mot n'est sorti. Ma mère, qui se tenait juste à côté d'elle, a tout vu. C'était se racle la gorge son moment pour être une mère pour ses 2 filles. Elle aurait pu dire, « Ava, ce n'est pas gentil de dire ça. Ta sœur est très jolie. » Elle aurait pu désamorcer la situation par un simple acte d'équité. Au lieu de cela, elle a posé une main protectrice sur le bras d'Ava et s'est tournée vers moi, le visage masqué par la déception, comme si c'était moi qui me comportais mal. « Tu sais, chérie, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de cette douceur condescendante si familière, « tu aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus neutre, du noir ou du bleu marine. Le vert est une couleur si voyante. Nous devons tous nous rappeler que ce soir, c'est la nuit d'Ava. » Les amis d'Ava, un groupe de femmes qui ressemblaient toutes à Ava et s'habillaient exactement comme elle, ont laissé échapper quelques petits rires moqueurs. David, son fiancé, a juste secoué la tête avec un sourire condescendant, comme pour dire, « Que voulez-vous faire avec les sœurs ?» La chaleur sur mon visage s'est intensifiée jusqu'à ce que j'ai l'impression d'être en feu. Je n'étais plus une femme de 30 ans. J'étais une adolescente maladroite, humiliée publiquement pour avoir enfreint une règle dont j'ignorais l'existence. Le reste du dîner fut un flou d'agonie silencieuse. J'étais assise tout au bout de la longue table rectangulaire, un placement délibéré qui criait le mépris. J'étais à côté d'un cousin de David que je n'avais jamais rencontré et qui a passé tout le repas à envoyer des SMS sous la table. Les gens parlaient par-dessus moi et autour de moi. Lorsque mon oncle Marc a essayé de m'intégrer à une conversation sur la scène tech de Seattle,
mon propre père l'a interrompu pour raconter une longue histoire ennuyeuse sur une partie de golf qu'il avait faite la semaine précédente. Ce fut un effort collectif magistral pour me faire disparaître. Plus tard, pendant les toasts, l'humiliation a été encore plus marquée. La demoiselle d'honneur d'Ava, une femme nommée Chloé, s'est levée et a prononcé un discours enflammé. Ava a toujours été la lumière la plus brillante dans chaque pièce, a-t-elle dit. Elle est gentille, généreuse et a le don de faire en sorte que chacun se sente spécial. Puis elle a jeté un coup d'œil dans ma direction, un sourire sournois sur le visage, et nous devons remercier sa sœur, Iris, d'être toujours aussi sérieuse. Tu nous as vraiment tous appris à apprécier l'esprit joyeux d'Ava. Une vague de rire mal à l'aise a parcouru la pièce. C'était une plaisanterie, mais une plaisanterie avec un couteau, et la lame était pointée directement sur moi. J'étais le nuage sombre qui faisait paraître leur soleil plus brillant. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'échapper à cette atmosphère étouffante. Le couloir menant à l'arrière du restaurant était calme et faiblement éclairé. En passant près d'une petite alcôve, j'ai entendu la voix d'Ava, basse et conspiratrice. Elle était isolée avec David, caché de la salle principale. Elle ne supporte tout simplement pas que ce ne soit pas à son sujet pour une fois, disait Ava, sa voix teintée d'un ton attristé bien travaillé. Elle a été comme ça toute ma vie. Toujours si jalouse parce que j'étais la jolie et qu'elle était juste l'intelligente. David a émis un bruit apaisant. Ne la laisse pas gâcher ça pour toi, bébé. Elle n'est que du bruit de fond. Ce soir, c'est à propos de nous. Du bruit de fond. Ces mots m'ont frappé plus fort que les insultes publiques. Ce n'était pas seulement qu'ils me voyaient comme un problème. C'était qu'ils ne me voyaient pas du tout. J'étais un accessoire, une note de bas de page dans leur histoire. La méchante fiable qui faisait paraître leur héroïne plus vertueuse. Je me suis effondré dans les toilettes des femmes et j'ai verrouillé la porte. M'appuyant contre elle alors que j'essayais de respirer, j'ai fixé mon reflet dans le miroir orné. J'ai vu la robe vert forêt qui était trop audacieuse. J'ai vu le sourire poli et étrange que j'avais porté toute la nuit. Et j'ai vu la douleur profonde et immense dans mes yeux. Une douleur qu'aucun membre de ma famille ne reconnaîtrait jamais, parce que la reconnaître signifierait devoir admettre qu'ils étaient ceux qui l'avaient infligée. Je me suis aspersionné le visage brûlant d'eau froide, j'ai pris une grande respiration tremblante et je me suis forcé à retourner là-bas. J'ai dû rester assise pendant une autre heure à manger le dessert et boire le café, fantôme silencieux et souriant, jouant le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Une famille est censée être un cercle de force et d'amour, un endroit où l'on peut toujours revenir. Mais la mienne ressemblait plus à une forteresse avec mes parents et Ava à l'intérieur, et moi à l'extérieur, regardant à travers une fenêtre barodée. Les semaines qui ont suivi le dîner de fiançailles ont été un modèle d'exclusion silencieuse et délibérée. Ce n'était pas un grand événement dramatique. C'était une série de petites coupures calculées, chacune conçue pour me séparer complètement d'eux. La première, et la plus publique, a été l'annonce des demoiselles d'honneur. Je savais que cela allait arriver, et une petite partie naïve de moi gardait encore un mince espoir. J'étais sa seule sœur, après tout. Malgré tout, je pensais que certaines traditions étaient inviolables. J'avais tort. Je l'ai appris un mardi soir. J'étais sur mon canapé à faire défiler distraitement Instagram après une journée de travail épuisante, mon chaléau ronronnant sur mes genoux. Et puis elle était là, une photo professionnelle d'Ava, entourée de 5 de ses amies. Elles portaient toutes des peignoirs en soie rose assortis, tenaient des coupes de champagne et riaient avec une joie exagérée. La légende disait, j'ai trouvé mon monsieur, mais j'ai encore besoin de mes sœurs. Je ne pourrais pas dire oui sans mon équipe. La team d'Ava se prépare. Votre Ava se marie. Mon cœur a fait une douloureuse petite chute dans mon estomac. J'ai zoomé sur la photo, étudiant leur visage, l'éclairage parfait, les boîtes cadeaux personnalisées posées sur la table devant elle. C'était l'image de la joie pure et de l'amitié féminine, et je n'y étais nulle part. J'ai fait défiler les commentaires. Ils étaient inondés de félicitations et d'émojis cœur. Quelques parents éloignés avaient commenté, tellement belle, mais où est Iris? Leurs commentaires sont restés sans réponse. J'ai senti un froid creux se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement que je n'avais pas été choisi. C'était que mon absence ne valait même pas une explication. J'ai attendu un jour, puis 2, pensant que quelqu'un appellerait. Personne ne l'a fait. Enfin, je n'ai plus pu supporter le silence.
J'ai appelé ma mère. J'ai essayé de paraître détendu, désinvolte, comme si cela n'avait pas d'importance. C'était une performance que j'avais perfectionnée au fil des ans. Salut maman. J'ai vu les photos des demoiselles d'honneur sur Instagram. Ça avait l'air d'être un très beau brunch, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Oh, c'était merveilleux, a-t-elle gazouillé, sa voix vive et inconsciente. Ava était si heureuse. Chloé organise la plus incroyable des fêtes d'enterrement de vie de jeune fille à Miami. Il y eut un temps de silence. J'ai dû forcer les mots suivants à sortir. Je me demandais juste. Je crois que j'ai été un peu surprise qu'on ne me demande pas d'être demoiselle d'honneur. Son soupir est venu à travers le téléphone, lourd et théâtral. C'était le soupir de quelqu'un qu'on dérangeait profondément. Oh, Iris, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Nous savons à quel point tu es occupée avec ton travail important et ta vie là-bas. Tu n'aurais pas eu le temps pour tous les essayages de robes, la planification et les fêtes. Honnêtement, nous essayons de te rendre service. Tu n'aurais pas aimé toute cette agitation. C'était l'excuse parfaite et inattaquable. Elle les peignait comme prévenants et attentionnés, et moi comme une femme froide, obsédée par sa carrière et au-dessus de ses frivolités. Mais nous savions toutes les deux que c'était un mensonge. J'aurais trouvé du temps, maman, ai-je dit, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Ça aurait été important pour moi. Eh bien, c'est trop tard maintenant, a-t-elle dit sèchement. Les robes ont déjà été commandées. Et puis, comme si elle ne pouvait s'en empêcher, elle a ajouté, et puis, Ava pensait que tu critiquerais probablement tout, la couleur, le style. Tu peux être très critique. Elle a besoin de gens autour d'elle qui vont être à 100% positifs et de soutien. Je n'avais pas de réponse à cela. Toute tentative de me défendre ne ferait que servir de preuve supplémentaire de ma nature négative et critique. J'étais piégé. Les petites coupures ont continué à venir. J'ai proposé d'aider ma mère à rédiger les adresses sur les centaines d'invitations de mariage. Oh non, chérie, ne t'inquiète pas pour ça, a-t-elle dit. Les amis d'Ava viennent pour une soirée prosecco et écriture. Ce sera amusant pour elle. Je n'étais pas invité. J'ai vu une photo d'une séance de dégustation de gâteaux sur les réseaux sociaux du fiancé d'Ava. Ava, mes parents et ses parents, riant tous en goûtant différentes saveurs. Je ne savais même pas que cela avait lieu. J'étais systématiquement effacé de chaque rituel de pré-mariage, de chaque souvenir heureux en cours de création. La dernière coupure, la plus profonde, est arrivée par SMS. C'était un jeudi soir. Je venais de rentrer chez moi et je me changeais. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était de ma mère. C'était long, alors j'ai dû l'ouvrir pour tout lire. Salut Iris. Papa, Ava et moi avons discuté, et nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au dîner de répétition. Beaucoup de membres de la famille de David seront là pour rencontrer tout le monde pour la première fois et nous avons juste besoin que l'atmosphère soit complètement positive et festive. Il y a eu trop de tensions ces derniers temps et cela stresse Ava. Nous pensons qu'il vaut mieux éviter toute gêne potentielle. On se voit à la cérémonie. J'ai lu le message une fois, puis deux, puis une troisième fois, les mots se floutant devant mes yeux. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre, un bannissement. Il me désinvitait du dîner de répétition du mariage de ma propre sœur parce que moi, ma présence même, incarnait la gêne potentielle. J'étais l'ambiance négative. J'étais le nuage d'orage qu'ils essayaient d'éviter. Pour la première fois de mes 30 ans, je n'ai pas ressenti l'envie de me battre. Je n'ai pas ressenti le besoin d'appeler et de plaider ma cause. Le combat venait de me quitter. C'était comme si une corde en moi, tendue depuis toujours, avait enfin craqué. Il n'y avait plus de tension. Il y avait juste un espace calme et vide. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit. L'appartement était silencieux, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Je suis allé dans le salon et j'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre. Je me sentais étrangement détaché, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à toutes les années où j'avais essayé si fort. Toutes les années où j'avais ravalé mes sentiments, minimisé mes besoins, et accepté les miettes d'affection qu'ils me jetaient. Pourquoi? Pour finir ici. Jugé trop toxique pour assister à un dîner de famille. Dans ce moment de calme,
quelque chose en moi ne s'est pas seulement fissuré, cela s'est transformé en poussière. La partie de moi qui avait désespérément essayé de gagner une place dans ma propre famille a enfin abandonné. Ce fut une reddition silencieuse et dévastatrice. Et dans les ruines, un nouveau sentiment a commencé à émerger. Un sentiment froid, calme et terrifiant de liberté. Une semaine après le SMS qui m'interdisait officiellement d'assister au dîner de répétition, ma mère a appelé. Sa voix au téléphone était un outil qu'elle me mania avec une précision d'expert. Cette fois, elle avait adopté un ton d'une douceur mielleuse, un son sirupeux qui signalait toujours qu'elle allait demander quelque chose d'impossible. « Salut chérie », a-t-elle commencé, le mot chérie sonnant étranger et faux. « Ton père et moi pension. Les dernières semaines ont été tendues. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner dimanche? Juste nous quatre. Nous devons crever l'abcès et arranger les choses avant le mariage. Arranger les choses. La phrase a résonné dans l'espace vide en moi. Dans le dictionnaire de ma famille, cette phrase avait une définition très spécifique. Elle ne signifiait pas compréhension mutuelle ou excuse. Elle signifiait qu'un problème et j'étais toujours le problème devait être neutralisé. Elle signifiait que je serais mis en accusation, jugé coupable, et qu'on attendrait de moi que je supplie pour obtenir le pardon afin de restaurer la paix fragile de la famille. C'était une convocation, pas une invitation. Un piège, pas une réconciliation. Mais je savais que je devais y aller. Je devais entrer dans le piège les yeux ouverts. Je devais voir l'histoire aller jusqu'à sa fin laide et inévitable. Le trajet jusqu'à leur maison fut surréaliste. Je me sentais étrangement calme, comme une passagère dans mon propre corps. Je suis passé devant le parc où mon père m'avait appris à faire du vélo et la bibliothèque où ma mère m'avait lu ma première histoire. Ces souvenirs semblaient appartenir à une autre personne, une petite fille qui n'avait pas encore appris les règles de sa famille. La règle qui disait qu'il n'y avait assez d'amour que pour une seule fille, et que ce n'était pas moi. Quand je suis arrivé, la scène était exactement comme je l'avais imaginé. C'était une scène de théâtre et chaque accessoire était à sa place. La bougie à la vanille coûteuse, celle réservée aux invités, brûlait sur la table basse, son parfum épais et étouffant. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, la posture rigide et inquisitrice. Et assise sur le canapé, illuminée par une lampe comme une actrice sous les projecteurs, se trouvait Ava. Elle tenait un mouchoir et ses épaules tremblaient légèrement. C'était une performance magistrale de victimisation fragile. Ma mère a fermé la porte derrière moi, le doux déclic me verrouillant à l'intérieur de la salle d'audience. « Iris, merci d'être venue », a-t-elle dit, sa voix dépouillée de sa douceur précédente. Maintenant, c'étaient les affaires. Je n'avais même pas enlevé mon manteau que le procès commençait. Ava a levé les yeux, grands et mouillés de larmes non versées. « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu as été si cruel avec moi », a-t-elle gémi, sa voix se brisant parfaitement. Elle ne me regardait pas. Elle regardait ses parents, son public. C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie et tu n'as rien fait d'autre que d'essayer de le gâcher. Tu étais bizarre à la fête de fiançailles. Tu boudes depuis des semaines et maintenant tout le monde me demande pourquoi ma propre sœur n'est pas demoiselle d'honneur. Tout ce que je voulais, c'était un mariage paisible. Je suis resté là, figé dans l'entrée. L'audace pure de ces mots me submergeait. Cruel. J'avais été systématiquement insulté, exclu et désinvité. Mon seul crime était d'avoir échoué à disparaître assez gracieusement. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, pour énumérer les faits, pour présenter mes preuves. Cruel? En quoi ai-je été cruel? En portant une robe verte? En n'étant pas invité aux événements? Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Ma mère a fait un pas en avant, me coupant la parole. Sa voix était aussi froide et dure que la pierre. Ton attitude, Iris, voilà le problème. Cette robe que tu as portée au dîner de fiançailles était une tentative délibérée de voler la vedette à ta sœur. C'était égoïste, a ajouté mon père, sa voix étant un grognement grave de déception. Et tu boudes depuis, obligeant tout le monde à marcher sur des œufs. Tu as ce nuage sombre au-dessus de toi, et tu la portes dans chaque pièce où tu entres. Tu fais honte à cette famille. Ava a ajouté un autre chef d'accusation à la liste, tamponnant son œil avec le mouchoir. Tu n'as même pas publié de vraies félicitations sur mes photos de fiançailles. Tous mes amis ont demandé pourquoi ma sœur ne semblait pas heureuse pour moi. C'était humiliant.
Ils me tiraient dessus de tous les côtés, un peloton d'exécution d'accusations. Chacune de leurs actions était déformée et déposée à mes pieds comme étant ma faute. On me critiquait pour la robe qu'ils avaient insultée. Je boudais parce qu'ils m'avaient exclu. J'étais un nuage sombre parce qu'ils avaient créé la tempête. C'était un gaslighting si profond que c'en était presque brillant. Pendant une seconde terrifiante, j'ai senti ma résolution fléchir. Une petite voix dans ma tête a murmuré, « Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis vraiment cette personne affreuse et jalouse? » Mais ensuite je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. J'ai vu la détermination froide et inébranlable dans les yeux de ma mère. J'ai vu le refus obstiné et las de comprendre sur le visage de mon père. Et sous les fausses larmes d'Ava, j'ai vu l'étincelle d'autre chose. Une satisfaction hautaine et triomphante. Elle était en train de gagner. Elle obtenait exactement ce qu'elle voulait. Et en ce moment, la confusion a disparu. Le doute de soi s'est évaporé. Tout ce qui restait était une clarté calme et inébranlable. Je ne les voyais pas comme ma famille, mais comme un système, une machine conçue dans un seul but, protégée et élevée à va peu importe le coût. Et j'étais la pièce de la machine qu'on broyait pour alimenter le reste. Ils ne voulaient pas arranger les choses. Ils voulaient que je me rende, que j'admette que leur réalité était la seule réalité. Ma mère a rendu le verdict final. Tu dois à ta sœur des excuses sincères, Iris, pour tout, pour ton comportement, ton attitude, ta jalousie. Tu vas lui présenter tes excuses tout de suite. Sinon, tu es banni du mariage. C'est aussi simple que cela. J'ai regardé le visage dur de ma mère, puis celui de Pierre de mon père, et enfin ma sœur qui me regardait maintenant avec un air d'attente. C'était le moment. Le moment où j'étais censé m'effondrer, le moment où j'étais censé pleurer et dire « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Au lieu de cela, j'ai senti un profond sentiment de calme s'installer en moi. Le combat était terminé parce que je ne me battais plus. Je lâchais prise. Je me suis penché lentement et j'ai ramassé mon sac à main sur le sol. Je me suis redressé et j'ai regardé directement Ava. « Tu as raison, » ai-je dit, et ma voix était si ferme qu'elle m'a surprise moi-même. « Tu mérites vraiment une journée parfaite. » Un petit sourire soulagé a touché les lèvres de ma mère. Elle pensait avoir gagné. « Tu peux avoir ton mariage parfait, » ai-je continué, mon regard toujours ancré dans celui de ma sœur, « et tu peux avoir cette famille parfaite. » J'ai fait un geste désignant la pièce et eux trois. J'ai fini. J'ai fini de jouer le rôle du problème pour que vous puissiez tous être les héros. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai marché avec une légèreté nouvelle et étrange. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans l'air frais du soir, et je l'ai tiré derrière moi. Le doux déclic du loquet a résonné dans le silence soudain. C'était le son le plus calme et le plus puissant que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma cage qui s'ouvrait. C'était le son de ma liberté retrouvée. Ce qu'ils ne savaient pas alors que je fermais cette porte derrière moi, c'est que ce n'était pas une fin. C'était une activation. Cette fuite n'était pas une réaction émotionnelle impulsive à leur ultimatum. C'était le déclenchement d'un plan que j'avais silencieusement élaboré depuis plus d'1 an. La confrontation n'était pas la cause. C'était simplement la dernière permission dont j'avais besoin pour me lancer. L'idée avait commencé comme un murmure, un fantasme que je m'accordais les mauvais jours après une remarque particulièrement blessante d'Ava ou un commentaire méprisant de ma mère. Je me surprenais à faire défiler des sites de voyage, à regarder des photos de lieux si lointains et paisibles qu'ils semblaient exister sur une autre planète, plage de sable blanc, bungalow sur pilotis au-dessus d'une eau incroyablement bleue, ciel sans nuages. Au début, c'était juste un mécanisme de défense, une rêverie numérique. Mais ensuite, il y a environ 1 an, après que mon père m'a dit que j'étais irresponsable financièrement pour avoir pris un week-end à Portland alors qu'il finançait les 3e vacances d'Ava en Europe, quelque chose s'est durci en moi. La rêverie a commencé à prendre forme. C'est devenu un objectif, un projet secret que j'ai appelé le « Fonds de liberté ». Chaque prime que je recevais au travail, chaque dollar que je gagnais grâce à un projet de programmation en freelance que je prenais sur mon temps libre allait sur un compte d'épargne séparé à haut rendement. J'ai réduit mes propres dépenses, préparer mon café à la maison au lieu de l'acheter, apprendre à cuisiner au lieu de commander à emporter.
J'ai regardé ce chiffre augmenter avec une satisfaction calme et féroce. 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un avenir potentiel. C'était une représentation tangible de mon propre effort, de ma propre valeur, complètement séparée de ma famille. Quand le compte a atteint 25 000 $, j'ai su que j'étais prête. J'avais construit mon propre filet de sécurité, un filet qu'ils ne pouvaient pas voir et donc ne pouvaient pas contrôler. Le trajet du retour depuis leur maison fut étrangement paisible. La rage et la douleur qui me tordaient habituellement l'estomac après une rencontre familiale avaient disparu, remplacées par un sentiment de but froid et clair. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas allumé la radio. J'ai juste conduit à travers les rues sombres de la ville, mes mains fermes sur le volant. Quand je suis rentré dans mon appartement, je ne me suis pas assise. Je ne me suis pas versé un verre de vin. Je suis allé directement vers mon ordinateur portable, je l'ai ouvert, et je me suis mis au travail. Le site web était déjà dans mes favoris, un complexe hôtelier spécifique aux Maldives que j'avais regardé 100 fois. Une villa sur l'eau avec un pont privé et un escalier menant directement dans l'océan Indien. J'ai regardé le calendrier. Le mariage d'Ava était dans 5 jours. J'ai réservé un séjour de 2 semaines débutant dès le lendemain. J'ai entré mes informations de carte de crédit sans la moindre hésitation. La page de confirmation s'est chargée, le crochet vert vif, symbole de ma libération. Ensuite, j'ai fait un calcul rapide, la robe de demoiselle d'honneur que j'aurais été forcé d'acheter, la coiffure et le maquillage professionnel, les chaussures, le cadeau ridiculement cher sur la liste de mariage. Ma part de la fête d'enterrement de jeune fille à laquelle je n'étais même pas invité. Tout cela s'accumulait. J'ai estimé qu'on m'aurait poussé à dépenser environ 7 000 $ pour participer à ma propre humiliation. Le prix de mon séjour de 2 semaines au paradis, vol inclus, était presque exactement ce montant. Je ne fuyais pas. Je réinvestissais en moi-même. Je prenais l'argent que j'aurais dépensé à jouer un rôle pour eux et je l'utilisais pour être enfin libre. Le voyage réservé, je suis passé à la phase suivante, la rupture silencieuse des liens. J'ai ouvert un autre onglet sur mon navigateur et me suis connecté au forfait de téléphonie mobile de notre famille. Il était à mon nom. Je l'avais configuré il y a des années quand j'avais obtenu mon premier emploi en entreprise avec un bon crédit, parce que celui de mes parents était un désastre. Ils étaient censés me payer leur part chaque mois, mais ils étaient presque toujours un peu courts. Ava n'a jamais rien payé. Pendant 3 ans, j'avais payé les factures pour nous 4. J'ai regardé le compte, les 3 lignes rattachées à la mienne. En 3 clics, j'ai retiré mes parents et Ava du forfait. Un email leur a été automatiquement envoyé, Iris Monroe a apporté des modifications à votre compte. Votre ligne sera désactivée dans 24 heures. Ensuite, le stockage en ligne. Je payais le forfait familial de 2 téraoctets où ma mère stockait des milliers et des milliers de photos. Chaque photo d'Ava de la naissance a sa séance de fiançailles. Mes propres photos étaient sur un disque dur séparé. J'ai rétrogradé le forfait au plan individuel de base. Un autre email automatisé l'informerait que son stockage était plein et que ses fichiers seraient supprimés si elle ne mettait pas à niveau. Puis les services de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, tous sous mon nom, tous payés par ma carte de crédit. Je me suis connecté à chacun et j'ai cliqué sur « Se déconnecter de tous les appareils ». J'ai changé les mots de passe. Les mots de passe étaient auparavant des choses simples comme « Famille Monroe » ou « Ava est la meilleure ». Je les ai changés pour de longues chaînes compliquées de lettres et de chiffres aléatoires que moi seul connaissais. Chaque clic était méthodique, propre et étrangement satisfaisant. Ce n'était pas fait par colère. C'était fait avec la précision détachée d'un chirurgien retirant une partie malade d'un patient. C'étaient les fils invisibles qui me tenaient lié à eux. Les petites manières dont ils prenaient tout en me disant que c'était moi qui étais difficile. 3 ans de générosité inaperçue et non remerciée, effacés en moins de 5 minutes. Enfin, j'ai pris mon téléphone. J'ai vu une douzaine d'appels manqués de ma mère et une série de SMS en colère. C'est quoi cet email concernant le forfait téléphonique? Appelle-moi tout de suite, Iris. Ce n'est pas drôle. Je les ai ignorés. J'ai ouvert un nouveau message, un texte de groupe destiné à ma mère, mon père et Ava. Mes doigts étaient fermes pendant que je tapais. Il y avait tellement de choses que j'aurais pu dire, des années de douleur que j'aurais pu déverser, mais je savais que ce serait inutile.
Il n'avait pas la capacité de l'entendre. Alors, j'ai fait simple. J'ai dit la vérité. Je ne m'excuserai pas d'exister. Profitez du mariage. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro. Tous les trois. J'ai éteint mon téléphone, j'ai fait ma valise avec des robes d'été et des maillots de bain, et j'ai réglé mon réveil pour 4 heures du matin. J'allais à l'aéroport pour attraper le lever du soleil. Le vol était un voyage de 20 heures à travers le monde. Une transition lente et suspendue d'une réalité à une autre. À chaque heure qui passait, je sentais la tension s'échapper de mes épaules. Le nœud dans mon estomac se dénouait. Je n'ai pas regardé de film ni écouté de musique. J'ai juste regardé par la fenêtre l'étendue infinie de nuages, sentant la distance physique entre ma famille et moi grandir à chaque mile. C'était un caisson de décompression pour mon âme. Quand je suis enfin arrivé aux Maldives, c'était plus beau que n'importe quelle image. L'air était chaud et humide, sentant le sel et les fleurs. L'eau n'était pas seulement bleue, elle offrait une centaine de nuances différentes de turquoise, de saphir et d'aigu marine, si claires que l'on pouvait voir les poissons aux couleurs vives nager près des pontons. Ma villa était au bout d'une longue jetée en bois, un petit monde privé de toit de chaume et de linge blanc immaculé. J'ai déposé mes bagages, fait glisser la porte en verre de ma terrasse privée et je suis sorti au soleil. Il n'y avait aucun bruit, pas de trafic, pas de cris, pas d'exigence, juste le son doux et rythmé des vagues venant lécher les pilotis en dessous de moi. J'ai pris une grande respiration tremblante et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment, complètement en paix. Pendant les 4 premiers jours, je n'ai absolument rien fait. Je me réveillais quand le soleil me réveillait. Je mangeais des fruits frais et des viennoiseries sur ma terrasse. Je me baignais dans l'eau chaude et cristalline. Et je lisais des livres dans un hamac. J'ai laissé mon téléphone dans un tiroir, éteint. C'était une cure de désintoxication numérique, une désintoxication familiale, une désintoxication de la vie. J'ai senti mon esprit se clarifier et mon âme se poser. Le bruit de fond constant de l'anxiété avec lequel j'avais vécu pendant 30 ans s'est estompé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Le 5e jour, je savais que nous étions samedi. C'était le jour du mariage d'Ava. À Seattle, ce serait la fin de la nuit de vendredi. Le dîner de répétition dont j'étais banni serait terminé. Les préparatifs du jour du mariage battraient leur plein. J'ai ressenti un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film que j'avais déjà vu. Je connaissais toutes les répliques, toutes les scènes, tout le drame qui allait se dérouler. Mais pour la première fois, je n'étais pas dedans. J'étais dans le public, à des milliers de kilomètres. Je ne ressentais aucune tristesse, aucun regret, aucune jalousie. Je me sentais juste libre. Cet après-midi-là, j'étais allongé sur une chaise longue sur ma terrasse, un verre de thé glacé perlé de condensation à côté de moi. Le soleil était chaud sur ma peau, l'eau étincelait, et j'ai ressenti un moment de bonheur pur et sans mélange. C'était un sentiment si propre et si simple qu'il m'a mis les larmes aux yeux. J'ai pris mon téléphone, je l'ai allumé pour la première fois depuis des jours, et j'ai pris une photo. Ce n'était pas un selfie. C'était juste une photo de mes pieds nus posés sur la barrière en bois, l'océan turquoise brillant s'étendant devant eux. C'était une photo de ma perspective, une photo de ma paix. J'ai réfléchi un moment à ce que j'allais écrire. J'aurais pu écrire quelque chose de colère ou de dramatique, mais cela aurait été jouer leur jeu. Ma vengeance n'était pas bruyante. Elle était silencieuse. Il ne s'agissait pas de crier, il s'agissait de vivre. Alors, j'ai téléchargé la photo sur mon compte Instagram, une plateforme que j'utilisais rarement, et j'ai écrit une légende simple, choisir enfin la paix plutôt que la comédie. Ensuite, j'ai posé mon téléphone, face cachée sur la table à côté de moi, et j'ai bu une gorgée de thé. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être quelques mentions, j'aime, d'anciens amis d'université. Je n'avais aucune idée que je venais d'allumer une mèche. 1 heure plus tard, j'ai repris mon téléphone par simple curiosité. Il avait explosé. Des dizaines de notifications. Mon écran était un bazar chaotique de commentaires et de messages. Le premier commentaire que j'ai vu était de ma cousine Sarah, la fille de la sœur de ma mère. Waouh, ça a l'air incroyable. Attends, ce n'est pas le mariage aujourd'hui? Et avec cette seule question innocente, toute la façade de ma famille s'est effondrée. Sous le commentaire de Sarah se trouvait une cascade de confusion. Une tante, quoi?
Je pensais que tu étais malade de la grippe. Ta mère m'a dit que tu ne pouvais pas venir. Un vieil ami de la famille, Iris, je ne savais pas que tu voyageais. Nous étions tous si tristes que tu ne sois pas là. Un autre cousin, c'est une blague? Pourquoi n'es-tu pas au mariage d'Ava? Puis sont venus les messages privés, dont des captures d'écran me furent transmises par Sarah, qui appréciait clairement le drame. Le groupe de discussion de la famille, celui dont j'avais été retiré, était en pleine crise. L'histoire soigneusement construite par mes parents, celle où j'étais la fille malade et absente qui était trop faible pour venir, volait en éclats en temps réel et en public, le jour même où ils voulaient que tout soit parfait. Je pouvais me l'imaginer si clairement, les invités arrivant au grand hôtel, chuchotant dans le hall, les gens regardant leur téléphone, puis observant mes parents avec des yeux pleins de nouvelles questions. Le portrait de famille parfait se fissurait en plein milieu et tout le monde était là pour le voir. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais rien fait. Je n'avais pas crié, je ne me étais pas disputé, je ne les avais pas exposés. J'avais simplement dit ma propre vérité, calmement et paisiblement. Je n'avais pas créé le drame. J'avais simplement arrêté de l'absorber. Leur mensonge était si fragile qu'une simple photo honnête avait suffi à les briser complètement. J'ai regardé les notifications continuer à affluer pendant encore 10 minutes. Puis j'ai fait quelque chose que l'ancienne Iris n'aurait jamais été capable de faire, j'ai remis mon téléphone dans le tiroir. Je l'ai éteint. Je suis descendu par le petit escalier de ma terrasse et me suis glissé dans l'eau chaude et silencieuse de l'océan Indien. Alors que je flottais sur le dos, regardant le ciel parfait sans nuages, j'ai senti le dernier poids se soulever de ma poitrine. Leur journée parfaite était devenue le jour où tout le monde avait appris la vérité. Et mon moment le plus calme était devenu ma victoire la plus éclatante. Je suis rentré à Seattle 2 semaines plus tard. La personne qui a débarqué de l'avion n'était pas la même que celle qui y était montée. L'ancienne Iris marchait les épaules voûtées comme pour se préparer à recevoir un coup. Cette nouvelle version de moi marchait la tête haute. Ma peau était bronzée. Mes cheveux étaient éclaircis par le soleil. Et il y avait un calme profond et ancré dans mes yeux qui n'y était pas auparavant. Mon appartement, autrefois un endroit où je me cachais, ressemblait maintenant à un véritable sanctuaire. Un espace qui était entièrement le mien. Le silence ne ressemblait plus à de la solitude. Il ressemblait à de la paix. Je savais qu'ils m'attendraient. C'était leur style. Ils ne faisaient pas de rendez-vous ou de demandes polies. Ils faisaient des embuscades. Alors que le taxi s'arrêtait devant mon immeuble, j'ai vu leur voiture garée de l'autre côté de la rue. Et ils étaient là, debout sur le trottoir devant ma porte comme un piquet de grève de 2 personnes. Mon père avait les bras croisés, le visage sombre comme un orage. Ma mère se tordait les mains, son expression étant un mélange de fureur et de détresse théâtrale. Pendant une fraction de seconde, le fantôme de l'ancienne peur a clignoté en moi. L'instinct de m'excuser, d'arranger les choses, de tout faire disparaître. Mais ensuite, je me suis souvenu de la sensation de flotter dans cette eau turquoise. Le sentiment d'une paix absolue et sans trouble. Ce sentiment était mon nouvel ancrage. J'ai payé le chauffeur de taxi, j'ai sorti ma valise du coffre et j'ai marché vers eux d'un pas ferme et sans hâte. Mon père a commencé avant même que je sois à 3 mètres de lui. Sa voix était un aboiement grave, celui qu'il utilisait quand il essayait d'intimider. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je me suis arrêté devant eux, posant ma valise sur le sol. Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, mon expression calme et neutre. La voix de ma mère s'est élevée, se brisant dans une angoisse travaillée. Tu nous as humiliés. Tu as humilié ta sœur le jour de son mariage. Nos amis, notre famille, tout le monde posait des questions. Tu as transformé toute la journée en un cirque. Tout ça parce que tu devais faire une crise et attirer l'attention. J'ai écouté les accusations, les mêmes vieux mots qu'ils avaient toujours utilisés, humilié, crise, attention. Mais cette fois, les mots n'avaient plus de pouvoir. C'étaient juste des sons qui rebondissaient sur la nouvelle armure que je m'étais construite. J'ai calmement cherché mes clés dans mon sac à main. Vous m'avez banni du mariage, ai-je dit, ma voix égale et claire. Elle n'a pas tremblé. J'ai juste pris des vacances. C'était la vérité simple et incontestable, et cela les a complètement désarmés. Ils étaient préparés pour une dispute, pour des larmes, pour une scène de cris. Ils n'étaient pas préparés à des faits calmes et logiques. Ils m'ont juste regardé, momentanément sans voix.
Tu l'as fait par méchanceté, a finalement bafouillé mon père. Publier cette photo pour frimer, nous faire passer pour des imbéciles. La photo montrait mes pieds, ai-je dit en déverrouillant la porte principale de mon immeuble. Je l'ai maintenue ouverte et j'ai ajouté, et elle disait que je choisissais la paix. Si vous avez trouvé cela humiliant, ce n'est pas vraiment à mon sujet, n'est-ce pas? Je suis entré dans le hall et à ma surprise, ils m'ont suivi, leurs pas faisant écho aux miens. Leur colère cédait la place à une confusion désespérée et bafouillante. Ils avaient l'habitude d'avoir le contrôle et pour la première fois, ils ne l'avaient pas. Cette famille est brisée à cause de toi, s'est écriée ma mère alors que je déverrouillais la porte de mon appartement. J'ai poussé la porte, je me suis retourné et je leur ai fait face dans le couloir. Je m'appuyais contre le encadrement de la porte. La famille a été brisée il y a bien longtemps, ai-je dit, ma voix toujours calme. J'ai juste arrêté de faire semblant qu'elle ne l'était pas. C'était le moment auquel je me étais préparé. Durant le long vol du retour, j'avais parcouru mon téléphone et mes anciens emails. J'avais pris des captures d'écran. J'avais organisé des années de leur cruauté ordinaire dans un petit dossier propre. C'était mon propre dossier de preuves. J'ai brandi mon téléphone. Vous voulez parler d'humiliation, ai-je demandé. J'ai ouvert la première capture d'écran. Elle provenait du groupe de discussion familiale un mois avant le mariage. Ma mère avait envoyé une photo d'Ava dans sa robe de mariée. La légende disait, ma magnifique fille, une vraie princesse. Ma tante Carole avait répondu, splendide. Iris doit être si fière. La réponse de ma mère, accessible à toute la famille, était, eh bien, Iris a sa carrière, alors c'est bien pour elle. L'implication était claire, Ava a la beauté, Iris a un prix de consolation. J'ai glissé vers la suivante. Une série de SMS d'Ava au cours de l'année écoulée. Et, ma carte de crédit est au plafond. Tu peux me faire un virement Venmo de $200 pour des places de concert? Mon Dieu, j'ai besoin de cette nouvelle veste. Tu peux me prêter de l'argent jusqu'à la semaine prochaine? Papa a dit que tu avais eu une prime. Tu devrais carrément m'aider à payer les réparations de ma voiture. Il y en avait plus d'une douzaine. Un décompte continu de son sentiment de droit. J'ai glissé à nouveau. Vous voulez parler d'être ingrat? Je leur ai montré les relevés de paiement pour le forfait téléphonique, les services de streaming. Le stockage en ligne, de nettes colonnes de chiffres montrant des centaines de dollars quittant mon compte chaque mois pendant 3 ans consécutifs sans un seul mot de remerciement. Je payais pour le téléphone que tu utilisais pour me traiter d'égoïste, ai-je dit à mon père. Je payais pour le stockage en ligne où vous enregistriez 10 000 photos d'Ava et peut-être 12 de moi. Je payais pour le Netflix que vous regardiez pendant que vous vous plaigniez que je ne faisais pas assez pour cette famille. J'ai continué à faire glisser. Une capture d'écran du SMS me bannissant du dîner de répétition. Une capture d'écran de la plaisanterie de Chloé à mon sujet lors de la fête de fiançailles. Une capture d'écran d'un commentaire que ma propre mère avait fait sur Facebook sous une photo de moi lors de ma remise de diplôme universitaire, notre intello. Espérons que toutes ces études payeront un jour. Un compliment déguisé en remarque venimeuse. J'ai observé leur visage alors que je présentais les preuves. La colère s'est vidée, remplacée par un choc blême, la bouche bée. Ils n'avaient jamais vu leur propre comportement étalé ainsi, rassemblé et présenté comme des données froides et dures. Leur récit, celui où ils étaient les parents souffrants et moi la fille difficile et ingrate, s'effondrait systématiquement sous leurs yeux. Ils avaient l'air abasourdis, petits, coincés par une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. Ma mère a fait une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Tu es ingrate. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait donné la vie mais ne m'avait jamais vraiment vu. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste une pitié profonde et triste. Non, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Je suis éveillé. Et sur ce, j'ai fait un pas en arrière dans mon appartement et j'ai fermé la porte, les laissant seuls dans le couloir avec les ruines de leurs propres mensonges. Les semaines qui ont suivi le moment où j'ai fermé la porte à mes parents ont été les plus calmes de ma vie. Le silence était absolu. Pas d'appel téléphonique en colère, pas de SMS manipulateur, pas d'embuscades inattendues. C'était comme si un sifflement aigu et constant dans mes oreilles, avec lequel j'avais vécu toute ma vie, s'était soudainement arrêté. Au début, le silence était troublant. Je vérifiais constamment mon téléphone,
m'attendant à ce qu'il vibre pour une nouvelle crise. Mais il restait silencieux. Lentement, j'ai commencé à me détendre dans cette paix. J'ai commencé à reconstruire ma vie, non pas autour du grand vide que ma famille avait laissé, mais sur le sol nouveau et solide que je dégageais pour moi-même. J'ai commencé petit. J'ai recontacté d'anciens amis d'université dont je m'étais éloigné, trop consommé par le drame de ma famille pour être une bonne amie. Nous avons pris des cafés, fait des randonnées et parlé pendant des heures de tout et de rien. J'ai réalisé à quel point il m'avait manqué d'avoir des relations réciproques, faciles et inconditionnelles. J'ai rejoint un studio de yoga près de chez moi. Je n'étais pas très doué, mais j'aimais le sentiment d'être dans une pièce remplie de gens qui étaient tous concentrés sur leur propre respiration, leur propre équilibre, leur petit bout de tapis. Pendant 1 heure, 3 fois par semaine, je n'étais responsable du bonheur de personne d'autre que du mien. J'ai versé mon surplus d'énergie dans mon travail, acceptant un nouveau projet stimulant qui me terrifiait et m'enthousiasmait à la fois. J'ai découvert que sans l'épuisement émotionnel constant de ma famille, j'avais tellement plus à donner à ma carrière, à mes amitiés, à moi-même. Mon appartement s'est transformé. J'ai acheté de nouvelles plantes, un tapis coloré et de l'art pour les murs. Je créais un espace qui était le reflet de moi-même, pas un refuge pour fuir les autres. J'apprenais à être le personnage principal de ma propre vie, pas seulement un rôle secondaire dans la leur. Environ 1 mois après mon retour, mon téléphone se racle la gorge à vibrer avec un SMS d'un numéro inconnu. Mon cœur a fait un petit bond, mais je l'ai ouvert. C'était Dava. « Je suis désolé », disait le message. « Je sais que je n'ai pas été une bonne sœur. J'ai été égoïste et j'ai laissé papa et maman me faire croire que tout allait bien. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Le mariage a été un désastre et c'est ma faute. » J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était les premières vraies excuses que je recevais d'elle. Il n'y avait pas d'excuses, pas de justification, juste une simple admission de faute. 1 an auparavant, j'aurais répondu instantanément, mon cœur inondé de soulagement. J'aurais dit, c'est bon. Je te pardonne. Passons à autre chose. J'aurais accepté n'importe quelle miette de remords juste pour me sentir à nouveau connecté. Mais la nouvelle moi était différente. J'ai lu le texte, pris acte des mots, puis j'ai posé mon téléphone. Je suis allé à mon cours de yoga. Je suis sorti dîner avec une amie. Je suis rentré chez moi et j'ai lu un livre. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air pendant 2 jours entiers. Ma guérison se faisait selon mon propre calendrier maintenant, pas le leur. Elle avait besoin de temps et de réflexion calme, pas d'une réunion précipitée et théâtrale. Quand j'ai finalement répondu, mon message était simple, merci pour tes excuses. Je les apprécie. Je n'ai pas dit, je te pardonne. Je n'ai pas dit, parlons-en. J'ai juste pris acte de ces mots. C'était un accusé de réception, pas une invitation. La porte était toujours fermée. 1 semaine après cela, j'ai reçu un email de mon père. Il était court et maladroit. Ta mère et moi aimerions te parler. Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours. Cette fois, c'était moi qui avais le contrôle. J'ai accepté, mais selon mes conditions. J'ai choisi le lieu, un café animé du centre-ville, un terrain neutre. J'ai choisi l'heure, un samedi après-midi où je savais que je me sentirais calme et reposé. Je n'allais plus sur leur territoire. Ils venaient sur le mien. Quand je les ai vus attendre à une petite table, ils avaient l'air différents, plus petits, plus vieux. La certitude arrogante avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse et inconfortable. Ils ne connaissaient pas les règles de ce nouveau jeu, et cela se voyait. La conversation a été hésitante au début. Ils ont posé des questions sur mon travail. J'ai posé des questions sur leur jardin. Puis mon père s'est raclé la gorge. Iris, a-t-il dit en regardant la table. Nous sommes désolés. Nous avons regardé la vidéo des toasts du mariage d'Ava. Tellement de gens sont venus nous demander où tu étais. Ça ne donnait pas une bonne image. Nous avons mal géré les choses. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. C'était encore centré sur l'apparence extérieure, sur leur propre embarras, mais c'était un début. C'était plus que ce que j'avais jamais obtenu d'eux. Ma mère a juste hoché la tête, les yeux humides. Tu nous manques, a-t-elle chuchoté. J'ai bu une lente gorgée de café. Je n'ai pas ressenti l'ancien besoin de les réconforter,
de les rassurer en disant que tout allait bien. J'ai juste laissé leurs mots suspendus dans l'air. Je sais, ai-je dit finalement. Je les ai regardés, non pas avec colère, mais avec une honnêteté claire et calme. Je vous pardonne. Une vague de soulagement a balayé leur visage. Ma mère a tendu la main à travers la table. Mais je ne l'ai pas prise. Je vous pardonne, ai-je répété, ma voix douce mais ferme. Mais j'ai fini de chercher votre approbation. J'ai fini d'être la personne dont vous avez besoin que je sois pour que la famille paraisse normale. La façon dont les choses étaient, c'est terminé maintenant. Si nous devons avoir une relation, ce doit être une nouvelle relation, une relation honnête. Avec des limites. Ils avaient l'air confus. Les limites étaient un concept étranger dans notre famille. Qu'est-ce que cela veut dire, a demandé mon père. Cela veut dire que je ne serai pas impliqué dans les disputes entre vous et Ava. Cela veut dire que je ne prêterai plus d'argent. Cela veut dire que vous ne pouvez plus faire de plaisanteries à mes dépens pour mettre les autres à l'aise. Cela veut dire que vous devez me voir pour ce que je suis, et non pour celle que vous avez toujours voulu que je sois. J'ai laissé cela intégrer leur esprit. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration de fait. Le pardon, je l'avais réalisé, ne consistait pas à faire table rase du passé et à faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas une porte ouverte pour que les gens reviennent et vous fassent du mal à nouveau. Pour moi, le pardon était une porte verrouillée. Cela signifiait que je libérais la colère et le ressentiment que je portais parce que c'était trop lourd à porter pour moi. Mais j'étais celle qui détenait la clé. Serais la seule à décider si, quand et comment cette porte s'ouvrirait à nouveau. C'était une peine et de la force, non de la reddition. Et elle était entièrement mienne. Si l'on vous a déjà dit de vous excuser juste pour préserver la paix alors que vous n'étiez pas celle qui l'avait brisée, cette histoire est pour vous. Si vous avez déjà dû vous faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand, vous n'êtes pas seul. Indiquez votre ville dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes déjà parti au lieu de supplier pour être comprise. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et rappelez-vous, parfois, la plus puissante des vengeances, c'est la paix et un billet d'avion pour le paradis.